Puis bardassons-les, ces dirigeants-là. Il faut les bardasser, mais il faut apprendre à se battre, à se respecter. Il va falloir s'organiser mieux que ça politiquement. Faut se donner un pouvoir politique. Bienvenue en Bourgeois Vert, le podcast où on chiale de tout pis de rien. Aujourd'hui, on jase avec Alexandre Cédric Doucette, candidat pour le Parti libéral dans la circonscription de Moncton-Est. Il nous parle de pourquoi il a choisi le Parti libéral, des enjeux importants dans sa circonscription, ce qu'il entend sur le terrain et sa vision des élections qui approchent. Alexandre Cédric Doucette, re-bienvenue en Bourgeois Vert. Salut, ça va bien? Merci d'avoir accepté encore une fois de venir sur le podcast. Tu es notre premier candidat libéral et non le moindre. Je suis enfin premier à quelque chose. La dernière fois, on avait parlé un peu de la SANB, un peu de ton parcours politique. Mais là, avec les élections qui s'en viennent, on va se concentrer justement sur ce parcours politique-là, sur ta campagne, les enjeux et tout ça de ta circonscription. Donc, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode ou qui ne te connaissent pas, tu veux faire une petite présentation encore de qui ce que t'es? Oui, ben écoute, comme que tu as mentionné, mon nom c'est Alexandre Cédric Doucette. Je suis né à Chupagan, j'ai grandi à Bathurst. Évidemment, comme toute personne à Bathurst, j'étais à l'école Népiziguit, secondaire Népiziguit, à ESN. J'étais à l'Université de Moncton, sciences politiques et en droit. J'ai eu la chance, l'opportunité de siéger à plusieurs conseils d'administration, d'en présider aussi, comme la Fédération étudiante de la FECUM, la SANB. Je suis avocat à temps plein avec mon propre cabinet. Je suis aussi consultant principal avec Paul O'Brien. On fait beaucoup de relations gouvernementales, publiques. Puis aussi, on donne des formations. J'ai décidé de me lancer en politique. J'ai gagné mon investiture. J'étais le seul candidat, mais j'ai été nommé candidat officiellement pour la circonscription de Moncton-Est pour le Parti libéral du Nouveau-Brunswick le 22 février dernier. Donc, ça, c'était une courte présentation de manière succincte. Justement, Moncton-Est, qui est la circonscription présentement à Daniel Alain. Daniel Alain du Parti conservateur qui a décidé de ne pas se représenter. Qui t'ouvre, si on veut, un peu les portes. Normalement, on dit que la personne qui est là a comme l'avantage un peu, surtout parce qu'ils sont sur le terrain et tout ça. Là, on commence en terrain nerd pour toutes les parties. Je sais que Moncton-Est, peut-être pour ceux-là qui sont pas un peu familiers, je crois que ça a été restructuré un peu. Ça fait que je sais pas si tu veux peut-être parler de qu'est-ce que ça englobe pour ceux qui sont pas au courant. Ouais, ben écoute, ça peut être aussi difficile pour les candidates aussi de délimiter aussi les nouvelles circonscriptions. Donc à chaque 10 ans, c'est la même chose dans la plupart des provinces canadiennes, puis au fédéral aussi. Le gouvernement doit créer une commission des circonscriptions électorales qui va proposer de manière non partisane et de manière indépendante au gouvernement des nouvelles circonscriptions, des nouvelles délimitations des circonscriptions. Donc ici, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau Moncton-Est comprend une bonne partie de l'ancien Moncton-Est, mais aussi des parties de Moncton Centre, qui est la circonscription appartenue ou représentée par Rob McKee. Ce que ça veut dire, sensiblement, au point de vue politique, c'est que non seulement qu'il y a des parties de la circonscription qui étaient représentées par Daniel Alain, donc il y a quand même des fondements conservatrices dans le coin, mais il y a aussi des coins beaucoup plus libéraux. Donc, c'est certain qu'au point de vue géopolitique, ça peut être à certains égards avantageux pour une candidature comme la mienne, qui arrive dans un terrain qui est, somme toute, débroussaillé. Puis, si je me trompe pas, ça va à peu près aux limites de Irishtown ou de Pine Tree. Oui, c'est ça. Sur la manière que je
Je répartis toujours la circonscription étant un peu en 4 parties. Il y a la fameuse Shediac Road. La plupart de la Shediac Road est en fait dans la circonscription de Moncton-Est. Maintenant, c'est pas tous les quartiers adjacents à la Shediac Road qui en fait partie. Auparavant, c'était beaucoup plus large. Maintenant, par exemple, toutes les sections qui est proche de l'école Champlain, du côté de l'école Champlain, ça tombe dans la nouvelle circonscription qui s'appelle Chandery-Irishtown, qui est notre candidate là, qui est Lynn Chantal Boudreau. Ça, c'est la première grosse section. Après ça, on a que j'appelle ça la section de Louisville. Après ça, il y aurait Sunnybrae, où on retrouve des entreprises comme le Café Clémentine, l'Université de Moncton. Il y a une école anglophone qui est Sunnybrae School. Il y a aussi toutes les sections de la Elmwood, McLaughlin. Puis la Elmwood, c'est là où la circonscription se termine. Ça va jusqu'à, comme tu l'as dit, Pine Tree. C'est toujours des références que j'utilise pour que les gens le visualisent, mais le parc Irishtown, parce que beaucoup de gens ont eu la chance d'aller marcher. Ça fait partie de la circonscription, mais le Tim Horton, qui est très proche du parc Irishtown, c'est ça c'est là que ma circonscription termine. C'est là où la Lynn Chantal commence aussi de ce côté-là. Donc, c'est quand même... c'est pas une grande circonscription, mais c'est l'une des circonscriptions qui a le plus d'électrices ou d'électeurs. J'en ai 12 076 dans tous les départements. Justement, on voit pas mal tous les candidats, toi y compris, qui font du porte-à-porte. Donc, bien entendu, d'un bout à l'autre, ça rajoute quand même assez de territoire à couvrir. J'ai parlé avec Simon Ouellet dernièrement. Je lui demandais certains des défis, si on veut. Aussi qu'il y avait des défis avec le fait qu'une des candidates était Susan Holt, qui est la face du parti, si on veut. Donc, s'il y avait une chose différente du côté campagne stratégique, de ton côté, les candidats sont des candidats normaux, si on veut, donc il n'y a pas de chef de parti. Le porte-à-porte, toutes les circonscriptions le font, tous les candidats le font, ou du moins devraient le faire, j'assume. Est-ce qu'il y a des choses spéciales, par exemple, une nouvelle circonscription, ou comme tu as mentionné tantôt, qu'il y a quand même une partie conservateur? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques à se concentrer dans ce cas-là de ton côté, ou, écoute, c'est les bonnes fondations, puis on se casse pas vraiment la tête pour savoir qui est contre, tu fais ce que tu as à faire? Ben, on regarde pas on regarde pas le travail des adversaires présentement. Ce qu'on fait, on fait notre propre travail, on se donne nos propres objectifs à chaque semaine, tel nombre de portes à frapper avec tel nombre d'appels à faire. Donc, principalement, on fait notre travail. Il y a beaucoup de semaines aussi qu'on a surpassé nos objectifs, qui est un bon signe. Je veux dire que je suis très privilégié de compter sur une très bonne équipe qui structure très bien la campagne jusqu'à présent. Puis, on voit pas nécessairement d'embûches. Évidemment, on sent qu'il y a une usure du pouvoir. Hein. Ça, c'est très clair de la part du premier ministre Blaney. Les gens sont tannés. On se le fait dire à tour de bras. La seconde que je cogne une porte où je fais un appel à quelqu'un qui travaille dans le système d'éducation ou de la santé, la première chose que je me fais dire, c'est passe à la prochaine appel, passe à la prochaine porte. T'as déjà notre vote. Cette fois-ci, on veut vraiment se débarrasser de ce gouvernement-là. Donc, c'est l'écho qu'on entend le plus souvent, de loin. Nous autres, on continue, c'est la campagne de manière positive. Si les gens veulent nous attaquer, ils veulent jouer ce game-là, ils le feront par eux-mêmes. Mais nous, on continue notre travail, puis c'est un peu pour ça que je m'ai présenté aussi, c'est qu'on a une chef qui travaille beaucoup plus en équipe que le premier ministre qui est là présentement. Je peux en témoigner. J'ai tenté de collaborer avec le premier ministre personnellement, puis c'est une des raisons pour laquelle je veux me présenter, c'est que je veux m'assurer qu'il prenne sa retraite après la prochaine élection provinciale. Justement, parlant de ça un peu, peut-être,
bien entendu, quand on se présente comme candidat, on a le choix de se présenter comme un parti. Tu as choisi le Parti libéral. Il y avait le Parti conservateur, bien entendu, c'est une des raisons de se débarrasser de Blaine Higgs. On se présente pas pour le Parti conservateur, sinon ça va comme pas ensemble. Il y a le Parti vert qui est tout nécessairement nommé leur candidat pour la circonscription, qui est, si je me trompe pas, Diany Blanco. Et puis, je crois pas avoir vu personne encore pour le NPD, ni le People's Alliance. Donc, pour l'instant, ça sera 3 personnes. Donc, du côté du NPD, les dernières élections, bien entendu, c'était pas trop représenté. Il n'y avait pas vraiment de candidats, tout ça. Il y avait des défis internes, tout le kit. Donc, j'assume que c'était pas vraiment une option pour toi. Mais Parti vert est quand même un peu plus côté libéral que conservateur. Donc, pourquoi le choix libéral, si on veut, ou c'était plus un choix stratégique, si on veut, ou quelque chose comme ça? Et pourquoi peut-être même en même temps, si tu veux, Moncton Est? Est-ce qu'il y a une raison spécifique de la circonscription? Oui, ben pour le choix du parti, c'est que durant mes années passées à la Fédération étudiante, la FECUM, puis à la SNB, j'ai dû collaborer avec tous les partis possibles. Peut-être à part le People Alliance, hein, qui est pour différentes raisons idéologiques, mais et professionnelles, évidemment. Mais grossièrement, c'est que le Parti libéral est évidemment un parti qui a toujours très bien représenté la communauté francophone. Donc, à la fin de la journée, je suis un francophone, je suis un Acadien, donc mon identité n'est pas remise en question à l'intérieur du parti. Donc, pour moi, c'était quelque chose de fondamental. Puis, le Parti libéral, pour moi, c'est le parti aussi de Louis-J. Robichaud, qui est probablement l'un des derniers premiers ministres à avoir mis en œuvre un vrai projet de société pour le Nouveau-Brunswick avec son programme Chance égale pour tous. Il a adopté aussi la loi sur les langues officielles en 1969. On peut aller aussi dans les années de Frank McKenna qui a aussi, je pense, eu une certaine rigueur financière qui devait avoir lieu dans ces années-là. Puis qui démontrait aussi une ouverture. Je pense qu'il y avait quand même il avait trouvé la bonne balance en s'assurer d'une responsabilité fiscale, mais aussi une responsabilité sociale. Je pense que c'est ça qui est la bonne balance. Puis quand je regarde le parcours de notre chef, c'est certain que c'est quelque chose que qui a fait en sorte que j'ai fait le saut. Lorsque j'étais à la FECUM, c'est le Parti libéral aussi qui a déposé le programme, qui a fait le programme pour la gratuité scolaire pour les gens qui ont le moins de revenus, que le premier ministre Blaine Higgs, c'est la première chose qu'il a scrappé en arrivant. Donc, j'ai toujours été un défendeur de la gratuité scolaire. Pour moi, l'éducation postsecondaire, c'est pas un choix, c'est un droit. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très proche de mon cœur. Puis, le Parti libéral, dans les dernières années, avait démontré plus qu'une grande ouverture là-dessus. Donc, pour moi, c'est pas juste une chose qui a fait en sorte que j'ai choisi le Parti libéral. C'est une lecture puis une réflexion qui a duré pendant plusieurs semaines. On m'a approché en mai 2023, puis ça a pris plusieurs mois avant que j'accepte d'y aller. Il y a une multitude de raisons pour lesquelles que j'ai décidé. Puis, est-ce qu'il y a une raison particulière pour Moncton Est? Je sais que normalement, il y a beaucoup de candidats qui vont prendre les circonscriptions qui y habitent. C'est qui est la raison qui fait le plus de sens, j'assume. Mais je sais que des fois, il y a des choix plus stratégiques qui sont mis en place, là. Donc, je sais pas pour toi, de ton côté. Mais, écoute, Moncton Est, j'y habite pas tout de suite. Daniel Alain y habite pas non plus. Puis le plus ironique, c'est les deux autres candidats qui est progressistes conservateurs et les Verts n'y habitent pas non plus. Par exemple, ce que je dis toujours, c'est que malheureusement, comme beaucoup de jeunes professionnels,
ma conjointe et moi n'ont pas encore la capacité financière, qui est malheureusement la réalité en 2024, d'acheter une maison. Donc, c'est certain qu'on va avoir un deuxième enfant au mois de novembre. C'est certain que l'issue des élections provinciales pour Moncton-Est va jouer un grand rôle. Si oui ou non, on va construire ou acheter une maison dans la circonscription. Pourquoi Moncton-Est spécifiquement? J'ai habité dans la circonscription pendant un bon bout. Évidemment, c'est là que j'ai fait mes premiers pas dans les postes élus à la Fédération étudiante. J'ai occupé le poste de vice-président interne exécutif puis à la présidence. Mais c'est là aussi que j'ai rencontré ma conjointe. C'est quand même proche de mon cœur, tout ce déroulement personnel et professionnel. Donc, je me voyais bien faire du porte-à-porte puis faire une belle campagne dans la circonscription puisque j'ai quand même des fondements là-bas. Ouais, c'est ça, c'est pas une circonscription qui t'est inconnue, et puis je trouve que ça fait quand même du sens. Ça, c'est moins, je te dirais, selon moi, là, peut-être que c'est pas vrai en tout, là, dans les élections générales, c'est souvent moins stratégique, là, contrairement à comme une élection qui arrive, c'est qu'il y a un député qui se retire ou quelque chose comme ça, là, puis que c'est juste, on va rentrer quelqu'un, là. Ouais, je me définirais pas comme un candidat parachute. Continuer avec Moncton-Est, justement. Qu'est-ce qui est les enjeux? Tu as parlé un peu là, tantôt, quand tu rencontres des gens dans le service d'éducation ou de la santé, ils sont comme, ouais, c'est sûr que pour eux autres, c'est important, puis ils te disent de passer au prochain. Qu'est-ce qui est les enjeux peut-être spécifiques à la circonscription ou même en général, si tu veux, mais que tu rencontres quand tu cognes aux portes? Donc, la manière qu'on a procédé puis qu'on a décidé de faire les choses, c'est que le grand danger lorsque les candidats ou les candidates commencent leur porte-à-porte ou leurs appels avant que les plateformes électorales soient sorties, ils n'ont pas de contenu à discuter avec les citoyens. Sur la manière qu'on a procédé, c'est qu'on a été avec des priorités de la circonscription. Comme ça nous donne du contenu un peu plus précis à jaser avec les gens. Par exemple, à Louisville, le dossier qu'on avait entendu, parce que avant de me présenter, évidemment, j'ai été consulté des gens de la circonscription. Sur Louisville, le plus gros dossier qui sera probablement à gérer le plus rapidement possible si je suis élu, c'est le dossier de American Iron Metal Recycling, qui est une entreprise qui était à Saint-Jean, mais qui est encore à Saint-Jean techniquement, mais qui a aussi des opérations à Moncton. Le problème, c'est que c'est une entreprise industrielle qui œuvre dans un quartier résidentiel. Donc, les résidents du secteur de Louisville, mais plus précisément dans les rues de Palisade Drive et les rues adjacentes, il y a constamment des odeurs nauséabondes de propane, par exemple, mais aussi il y a du bruit. Écoute, au minimum, chaque jour, je reçois 2-3 courriels de résidents qui se plaignent du bruit constant, puis c'est à des heures aussi anormales des fois. Des fois, je reçois des courriels à 10h30, 11h le soir. Donc, ce dossier-là risque d'être important parce que, d'après moi, la seule manière qu'on est capable de régler le dossier, c'est de s'assurer que l'entreprise soit relocalisée à un autre endroit. Il y a plusieurs manières de procéder. Malheureusement, je pense pas qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que j'ai l'ensemble de l'information parce que je pense que le gouvernement provincial et le gouvernement municipal de la ville de Moncton gardent leurs cartes très proches parce que c'est une compagnie qui est hautement litigieuse. Les gens n'aiment pas partager l'information puisque c'est une compagnie qui est justement qui est litigieuse. Donc, on va je sais que la seconde que si je suis élu, ce sera un dossier que je devrai régler le plus rapidement possible. Ouais, puis la compagnie, c'est comme tu as dit, était à Saint-Jean, puis pour ceux qui ont vu les nouvelles, peut-être ça avait comme explosé ou pogné en feu là, pas trop longtemps passé, puis je me rappelle,
justement, le gouvernement disait pas trop ou voulait voir comment procéder à cause de... Ben justement, dépendamment de quoi tu fais, tu veux pas te faire emmener en cours pour avoir fait de quoi que t'étais pas supposé ou juste perdre de l'argent, si on veut, l'argent des taxes pour emmener en cours pour des raisons qui sont pas utiles vraiment. Mais je pense que la meilleure manière de régler le dossier, c'est de manière diplomatique. Donc, on verra ça après les élections, si c'est un dossier que je devrais gérer. Évidemment, pour moi, c'est si les citoyens veulent de moi comme député. Je dirais aussi qu'au niveau des autres dossiers, Sonny Bray, il y a évidemment l'Université de Moncton. L'Université de Moncton, comme toute institution dans le monde entier, il y a des défis. Donc, pour moi, c'est mon alma mater en plus de ça. Fait que ça sera un de mes devoirs de m'assurer qu'on est capable le plus que possible d'appuyer l'Université de Moncton dans ses prochaines étapes. Il y a aussi les écoles de Sunnybrae puis de Forest Glen, qui sont deux écoles anglophones où l'infrastructure est vieillissante. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on commence à voir un peu partout dans la province. Les deux écoles, non seulement l'infrastructure est vieillissante, mais les terrains ne permettent pas qu'il y ait beaucoup d'agrandissement. S'il y a de l'agrandissement, mais malheureusement, les terrains de jeu vont être coupés. Donc, ça crée d'autres défis. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup regarder parce que c'est assez connu dans le monde de la construction. C'est toujours moins cher de construire que de rénover. Là, est-ce qu'on construit une nouvelle école pour les deux, juste pour une? Si oui ou sinon, qu'est-ce qu'on fait avec les anciennes bâtisses? C'est quand même des bâtisses qui sont encore travaillables, mais pour moi, c'est important et c'est intéressant parce que lorsqu'on touche à des dossiers comme ça, on touche à l'éducation, puis d'après moi, le futur de notre société. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je voulais aussi me présenter, c'est en éducation, il faut donner tous les outils possibles pour que nos enfants réussissent puis progressent dans la vie. Puis ça, c'est toute la société entière qui est gagnante. L'autre dossier qui est prioritaire, c'est à Pine Tree. Depuis la construction du nouveau Costco, ça fait déjà plusieurs années, malheureusement, l'infrastructure routière et piétonnière n'a pas suivi. Donc, par exemple, si les gens ont eu la chance d'aller au parc Harristown, ils vont rapidement se rendre compte que si tu sors du parc Harristown, il n'y a aucun trottoir. Donc, le trafic a augmenté de beaucoup. Et c'est vraiment dangereux, justement, pour les piétons, mais aussi pour les gens en voiture, parce que peut-être il manque de lumière. Je pense qu'il peut-être aussi il manque un agrandissement au niveau des routes. Donc, ça, c'est un projet que j'entends beaucoup, mais qui m'intéresse beaucoup parce qu'on parle quand même des notions de développement durable qu'on parle dedans, ou même de développement d'infrastructures routières, donc qui est bon pour l'économie en général, pour le Grand Moncton. Donc, ça, c'est les dossiers que j'ai entendus le plus, puis que j'entends encore le plus aux portes puis aux appels. Fait que ça me permet d'avoir une discussion très proche du quotidien des électrices et des électeurs. C'est des dossiers, évidemment, qui me feraient un grand plaisir de travailler dessus. On a parlé, tes enjeux ou tes priorités, si on veut, pour la circonscription. Y a-tu des enjeux peut-être plus généraux à la province, bien entendu, on a les services de santé et tout ça. Tu as dit l'éducation. C'est vraiment intéressant, actually, les écoles, comme tu as mentionné, parce que un des sujets qui revient souvent, c'est la qualité de l'air dans les écoles. Et puis, bien entendu, quand tu as deux écoles ou même une qui commence à vieillir, ben c'est ça, là. La qualité de l'air de un est déjà un enjeu. Là, il faut que tu fasses des réparations, si tu en bâtis une nouvelle, tout ça. Donc, ça vient toucher un peu, comme tu as mentionné tantôt, un peu partout dans la province. Donc,
c'est des enjeux intéressants en soi. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux plus globaux que soit toi comme candidat ou les libérales comme parti veulent travailler un peu dessus? Ben, écoute, c'est certain que ce que j'entends aussi le plus à la porte, c'est les soins de santé et le coût de la vie. Évidemment, notre plateforme électorale n'est pas encore sortie, mais cependant, notre chef s'est déjà compromis sur quelques questions qui d'après moi, qui répond à beaucoup de problématiques qu'on entend sur le terrain. Par exemple, au niveau de santé, elle s'est avancée elle a promis, ben, nous allons promettre, nous allons faire. Au niveau des primes pour les travailleurs de soins de santé, ça c'est quelque chose qu'on met de l'avant pour assurer un recrutement et une rétention. Mais aussi, ce qui est le plus important, je pense que le plus intéressant, c'est les fameuses collaborations dans les soins primaires. C'est-à-dire que depuis des années, les experts en santé disent à tous les gouvernements qui veulent l'entendre qu'il faut arrêter de travailler en silo. Puis, comme qu'on a vu, les gens s'en aperçoivent, là, de plus en plus, les néo-brunswickoises et les néo-brunswickoises veulent avoir un médecin de famille. Si on n'a pas de médecin de famille puis on a un bobo, la chose qui va arriver, c'est qu'on va probablement se retrouver à l'urgence, puis on va engorger l'urgence, puis là, mais les gens qui ont vraiment des problèmes urgents vont pas se faire traiter avant des fois de 10 à 24 heures de temps. So, on est en train c'est un peu un cercle vicieux. Sur ce que les deux régies, Horizon et Vitalité, ont présenté au gouvernement provincial, c'est qu'ils voulaient mettre en place des projets de collaboration pour les médecins de famille. C'est-à-dire que les médecins, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent pratiquer leur métier. Ils veulent passer moins de temps à travailler sur les choses administratives. Il y a personne qui aime faire de l'administratif, à part les gens qui travaillent là-dedans. Ce que les deux régions ont proposé, c'est avoir des cliniques de collaboration où on a plusieurs médecins de famille ensemble, mais qui ont un soutien administratif payé par le gouvernement provincial. Des fois, il peut y avoir des infirmières praticiennes. Puis ça que ça fait, c'est que, par exemple, au lieu qu'un médecin de famille est capable de traiter 10 000 clients, avec ce projet de collaboration-là, si on a 5 médecins ensemble, au lieu qu'ils sont capés à 50 000, par exemple, ils peuvent prendre 100 000 patients. C'est un exemple, je n'ai pas les données très précises. Ce que Vitalité et Horizon ont démontré, c'est que s'ils sont capables d'implémenter ces cliniques-là un peu partout dans la province, le niveau de capacité de patients à traiter peut être augmenté. Puis ça a été prouvé avec des données probantes. Donc, ce que on promet, c'est que les deux régions ont demandé de l'argent pour implémenter ces cliniques-là. Malheureusement, le gouvernement provincial de Blaine Higgs n'a pas voulu mettre de l'argent sur la table. Juste ce qu'on promet, c'est qu'on met de l'argent sur la table pour implémenter ces cliniques-là à travers. Oui, c'est un enjeu intéressant. Bien entendu, la santé, c'est primordial pour tout le monde au Nouveau-Brunswick. La question des cliniques, c'est quelque chose qui m'est venu, que j'ai entendu parler de récemment, probablement plus à cause de mon manque d'éducation sur le sujet que juste le fait que on vient juste d'y penser, là. C'est quand même intéressant. Moi, justement, j'ai pas de médecin de famille. Ça va faire... je sais pas quand est-ce que mon médecin de famille se retraitait, puis je sais même pas quand. Ça fait tellement longtemps, tu sais. Moi non plus, j'en ai pas. Donc, c'est ça, tu sais, il faut aller à l'urgence ou même des fois faire des tests de base. C'est comme, OK, tu as un médecin de famille, c'est comme, non, OK, tiens, faut que tu vas à l'hôpital, puis là, tu t'attends là, je sais pas combien de temps pour faire le plus petit test possible, tu sais. Donc, c'est sûr que avoir des cliniques, justement, pour enlever tout l'engorgement de patients, de choses plus de base qui pourraient être faites, devrait être un avantage. C'est quelque chose qu'on avait parlé avec
Ty Boulay, le candidat du NPD pour Belleville-Belledune, qui lui tout supportait d'avoir ce genre de clinique-là. Donc je pense que c'est quand même quelque chose que... Donc, il appuie le Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Ouais. Je pense que c'est quelque chose que dans le débat il y avait eu un petit débat là, sur la santé avec David Kuhn puis Susan Holt. Je crois que je me trompe pas, là, c'était quelque chose que le Parti vert supportait, tout ce que je me rappelle, ou au moins quelque chose de similaire pour rajouter de l'effort en santé. Donc, c'est comme intéressant que le Parti conservateur n'a pas voulu vraiment pousser ça plus qu'il faut. Blaine ferait tout pour sauver un sou. Ouais, c'est ça, peut-être. C'était garder plus d'argent. Quoique, leur dernier budget était le budget avec le plus d'argent en santé dans l'histoire du Nouveau-Brunswick. C'est la pire connerie au monde. J'appelle ça la propagande parce que chaque budget augmente. Donc, la péréquation fédérale en donne un peu plus à des provinces pauvres comme le Nouveau-Brunswick à chaque année. Donc, c'est certain que les budgets de la santé augmentent à chaque année. Si on forme de prochain gouvernement, comme je le pense, on pourrait dire à chaque année que c'est le plus gros budget de la santé aussi. Donc, je pense pas que moi, j'ai toujours pensé que les gens sont pas imbéciles. Les électeurs sont très intelligents. Ils sont capables de dissimuler de la bullshit comme ça. Ouais, écoute, je pense que ça a pris probablement pas une journée, puis il y avait déjà du monde qui disait que si tu mets le montant par personne, étant donné la croissance de la population au Nouveau-Brunswick, le montant était plus bas. Ça, c'est un bon point parce que en connaissant personnellement le premier ministre Blaine Higgs, il se targue à chaque comme 2 ou 3 mois dans les médias sociaux puis publiquement que la population du Nouveau-Brunswick augmente. Puis lui, c'est qu'il voit juste l'argent. Plus il y a de gens qui sont au Nouveau-Brunswick, plus il y a de revenus qui viennent dans le coffre de l'État. Le problème, c'est que il faut que les services aux citoyens suivent. Puis ça, les services, c'est pas comme de l'argent qui pousse dans les arbres. Il faut mettre de l'argent sur la table et s'assurer que les services soient disponibles, mais aussi accessibles aux gens. Puis ça, c'est probablement la chose la plus fondamentale d'un État. Puis c'est ça que Blaine Higgs, lui, il comprend la partie de l'argent, du revenu qui rentre dans le coffre de l'État, mais il veut pas en donner plus. Puis ça fait en sorte qu'on vit, on est capable de dire que présentement, on vit des crises au niveau de la santé, au niveau de l'accessibilité aux soins primaires. Mais on vit aussi des crises au niveau du logement, parce que les gens sont pas capables d'acheter des maisons. Mais s'ils louent, après ça, on n'est plus capable de contrôler le prix parce que les propriétaires augmentent des prix à des coûts disproportionnés. Donc, on est en train de créer malheureusement un système à 2, 3, 4 vitesses. Ouais, non, exactement. C'est ça. On a plusieurs crises même en éducation avec le manque de main-d'œuvre. Au début, c'était plus le système francophone, mais là, ça tombe dans les deux systèmes, dans les deux côtés. Différents enjeux de ce côté-là aussi avec le ministre de l'Éducation en ce moment, mais ça, c'est une conversation peut-être pour une autre journée. Écoute, c'est intéressant parce que lorsque j'étais à la présidence de la FECUM en 2016 ou en 2017, je faisais partie d'un comité de travail au ministère de l'Éducation postsecondaire, formation et travail. Puis, on avait reçu à un moment donné des données probantes qui démontraient que de 2017 à 2027, il allait y avoir 120 000 néo-brunswickois et néo-brunswickoises qui allaient prendre leur retraite. Puis l'autre donnée, c'était que au meilleur des meilleurs, ça veut dire qu'on met de côté les questions d'analphabétisme, de décès, déménagement, quoi que ce soit. On avait 80 000 personnes qui allaient pouvoir prendre la place de ces gens-là au marché du travail. Donc, déjà là, on savait qu'il allait manquer 40 000 personnes sur le marché du travail. Puis la pandémie est arrivée. La pandémie a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont pris des retraites
précipité. Il y a des gens qui sont déménagés. Il y a des gens qui sont malheureusement décédés. Donc, on est pris avec un problème démographique que des économistes comme Richard Saillant nous dit depuis des années que ça s'en vient. On peut apposer ça à plusieurs autres choses. Les foyers de soins. Les foyers de soins, on est juste dans le début de la vague des baby boomers qui va juste s'accumuler pour au moins 10-15 ans encore. Puis malheureusement, le réflexe des gouvernements qui est meilleur en réaction qu'en action, c'est que leur premier réflexe, c'est de construire des foyers de soins à tour de bras. Le problème, c'est que dans 10-15 ans, lorsque la vague des baby boomers va être terminée, on aura des foyers de soins un peu partout dans la province qui vont être littéralement vides. Ça, puis c'est bien beau construire des foyers de soins, mais il faut trouver la main-d'œuvre pour travailler dans ces foyers-là ici, qui est déjà un problème avec ceux-là qu'on a. Et voilà. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que grossièrement, au Canada, peu importe les provinces, les sondages sont à peu près toujours le même. 80% des gens veulent finir leur vie chez eux. Moi, je suis complètement d'accord. Puis 20%, ils veulent finir leur vie dans un foyer de soins. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui préfèrent ça. Il y a des gens qui n'ont pas le choix parce qu'ils ont des conditions uniques, spéciales. Mais l'investissement des gouvernements, grossièrement, est le contraire. 80% va dans l'infrastructure, 20% dans la main-d'œuvre. Ça fait aucun sens. Il faut commencer à renverser ce chiffre-là. Parce qu'effectivement, on peut construire des foyers de soins comme qu'on veut. Ben, si on continue à avoir des travailleuses, parce que la plupart, c'est des femmes, ben, si qu'on met pas l'argent sur la table, qu'on les paye pas pour un travail équitable, comme on devrait faire, ben, on n'aura pas de main-d'œuvre. Je pense que c'est un bon point que tu mentionnes. Écoute, pour terminer ça, peut-être une note plus joyeuse, si on veut, que de, il n'y a rien de joyeux. que de parler de nos problèmes provinciaux. Avec mon dernier podcast avec Simon, je disais que, selon moi, la circonscription avec lui puis Susan Holt est une des circonscriptions les plus intéressantes à regarder, étant donné l'historique, bien entendu, de la circonscription avec David Coon et quand même un côté assez conservateur, une présence conservatrice assez forte du côté des votes, historiquement parlant. Puis bien entendu, ayant Susan qui est la chef de parti. Et de ton côté, c'est quand même assez conservateur-libéral d'année en année. C'est quand même pas si pire. Mais est-ce que tu as une circonscription que t'es excité de voir le résultat ou que tu crois que ça va être intéressant, peut-être une des nouvelles circonscriptions qui a été bâtie, de voir comment ça va se terminer. Bien entendu, j'assume que tu supportes le candidat libéral de cette circonscription-là, mais... Écoute, malheureusement, en politique, on dit toujours qu'une semaine, c'est une éternité. Puis c'est encore plus vrai lors d'une campagne électorale. Fait que mes prédictions d'aujourd'hui risquent peut-être pas d'être les mêmes proche du 21 octobre. Le meilleur exemple, historiquement, c'est l'élection de Bernard Lord contre Camille Thériault. Lorsque M. Thériault a déclenché les élections au printemps 98, il était 20 points en avance. Les sondages, lorsque les élections sont terminées, Bernard Lord a gagné de 20 points. Puis je pense que pour une rare occasion dans les dernières années, la campagne électorale va être déterminante sur l'issue des élections, cette fois-ci. Mais pour répondre, pour le bien de l'exercice, il y a deux circonscriptions que j'ai hâte de voir l'évolution, puis évidemment l'issue des votes. Ça serait peut-être Moncton Sud, qui est la circonscription représentée par Greg Turner, qui est présentement ministre de pas mal n'importe quoi. Il y a comme 4 chapeaux. Les conservateurs, ils ont tous maudit leur camp, fait que fait bien les remplacer par quelqu'un.
Puis les libéraux, on est représenté heureusement par Claude Johnson, qui est professeur à l'Université de Moncton en gestion de la santé, qui est probablement le meilleur fit de notre côté pour la circonscription. Donc, il y a vraiment un contraste entre les deux, entre les deux candidatures. Fait que d'après moi, ça va être extrêmement serré. Puis, ça va être intéressant à suivre. Puis l'autre circonscription que je mentionnerais, c'est Kent-Nord, qui risque d'être intéressante. Évidemment, peut-être à part l'âge, parce que Kevin Arsenault est encore dans la trentaine, puis Pat est dans la fin soixantaine. À part l'âge, c'est deux profils très similaires. C'est deux personnes très groundées. C'est deux gens qui proviennent de l'agriculture. Ils sont très aimés par la communauté. Donc, ça aussi, j'ai hâte de voir. On me dit que ça va être très serré. Il y a des gens qui veulent s'assurer que la circonscription soit du côté du pouvoir. D'autres ils aiment Kevin, peu importe son allégeance politique. Donc, ça va être intéressant à suivre. Moi, si tu me poses la question sur ces deux circonscriptions-là que je regarderais le plus près. Mais tu sais, il y en a d'autres aussi. Saint-Jean-Est, je pense, va être une belle bataille entre Glenn Savoie, qui est une autre personne qui a comme 50 ministères à chapeauter. Puis on a un candidat vedette là qui est David Alston, qui est une personne extrêmement brillante. Ça fait que là aussi, ça va être serré. Fait que il y a peut-être comme 3, 4, 5 circonscriptions là, que d'après moi, ça me surprendrait pas que ça se jouerait en bas dans les 5% de différence, qui va s'assurer qu'on reste sur le bout de la chaise à la soirée électorale. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai vu une couple de sondages ou projections, je sais pas trop comment je peux les appeler là, puis c'est ça, il y en a qui disent majoritaire libéral, minoritaire libéral, majoritaire PC, minoritaire PC. On dirait que dépendamment quel bord des sondages tu regardes, c'est différent. Il y en a qui disent les Verts jusqu'à 5 sièges, il y en a qui disent les Verts à 2 sièges. On dirait comme tu as dit, là, il y en a une couple, on dirait que on sait pas nécessairement où ça va aller, puis oui, c'est sûr que ça va être intéressant à la soirée des élections. Mais par rapport au sondage, écoute, j'ai vu le sondage, puis j'ai lu le rapport que Nanos a donné sur l'échantillon éthique des sondages et habituellement, il faut qu'ils ont sondé habituellement 450-500 personnes. Le dernier sondage qu'ils ont divulgué publiquement la semaine dernière, ils avaient seulement sondé 350 personnes. Souvent, ces compagnies-là aussi n'ont pas beaucoup de gens bilingues lorsqu'ils vont sonder des gens. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on regarde les chiffres dans le nord de la province, les conservateurs sont en avance. Est-ce qu'ils ont juste sondé des gens dans la Miramichi où ils ont été aussi dans la péninsule acadienne, Bathurst. Donc, c'est toujours des choses qu'il faut prendre en grain de sel, mais c'est malheureusement ces genres de sondages-là, les gens vont juste regarder l'entête puis le headline de la nouvelle médiatique. Là, Ouais, non, il y a beaucoup plus de détails dans ces sondages-là. Justement, ils vont voir, OK, ça penche conservateur ou ça penche libéral, puis le monde passe à autre chose, mais ils ont vraiment comme plus de données ou par circonscription, des choses comme ça, puis c'est là que quand tu recommences à regarder, t'es comme, OK, mais qu'est-ce que ça veut même dire, c'est tout. Des fois, ils vont... il y en avait un là qui était sorti pas trop longtemps passé, puis c'était comme un sondage sur les préférences, puis pas nécessairement qu'est-ce qu'ils ont voté, ou c'était juste le top 2, puis là ça avait tout flippé. Le monde était comme, ouais, mais ça c'est pas une bonne manière de regarder ça, donc... Puis c'est ça, la manière qu'ils posent la question, puis quelle question qu'ils choisissent peut évidemment influencer l'issue de la réponse.
c'est comme les référendums au Québec. Là. Je pense que le premier référendum, la première question était comme un paragraphe de 30 phrases. So, comme le choix des questions dans ces circonstances-là est fondamental. So, puis habituellement, le plus simple qui est la question, le plus précis qu'on peut avoir, la meilleure réponse. Mais à la fin de la journée, le réel sondage, ça se passe sur le terrain. C'est les meilleures campagnes qui vont faire la différence. Puis évidemment, je pense que la campagne générale que Susan va mener va nous amener vers un gouvernement majoritaire. Écoute, sur ça, Alexandre, merci d'avoir accepté encore une fois de faire notre entrevue. Puis, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Non, mais sans blague, merci beaucoup de l'invitation. Puis, s'il y a d'autres candidats de tous les partis qui écoutent ce podcast ici, je vous invite à venir. Mon bon ami Gabriel fait un bon travail non partisan de promouvoir les différentes idées sans jugement. Donc, j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui auraient plus d'initiatives comme ça pour faire connaître les différentes idées de tous les partis politiques. C'est juste, ça peut juste être positif pour la province d'avoir un podcast comme ça. Écoute, merci bien, puis bonne journée. Évidemment, pour dire ça, j'ai pas payé Gabriel. Pour en savoir plus sur le podcast, suivez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et ex-Twitter au EnBJV. On se voit au prochain épisode.